Il y a des gens qui fuient l'intimité parce qu'ils ont peur d'aimer et d'autres qui la fuient parce qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'aimer. La cause n'est pas la même, mais pour la personne en face, c'est toujours le même résultat. Elle s'attache, elle donne et elle se retrouve face à un mur. Dans cette vidéo, on va voir la vraie différence qu'il y a entre un évitant blessé, c'est-à-dire un profil évitant, et un opportuniste affectif et surtout comment se protéger des deux. Alors très souvent au cours de notre vie, on va être dans certaines relations et on peut avoir déjà eu affaire à une personne qui semble fuir tout engagement affectif ou de l'intimité émotionnelle ou de la profondeur. Et du coup, quand ça nous arrive, surtout si ça nous arrive à répétition, on peut se demander, du coup, est-ce que la personne en face, c'est une personne qui a peur d'aimer ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui veut les avantages de la relation sans jamais en assumer la réciprocité. Et ce qui est assez compliqué, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, c'est que il y a une confusion qui est assez fréquente en fait. Parce que dans les deux cas, le résultat peut ressembler à ça. Une relation où en fait on va donner, on va s'impliquer, on va ressentir, pendant que l'autre se dérobe, se ferme ou reste en surface. Et ça, qu'on soit face à un profil évitant ou un profil opportuniste, grosso modo dans les grandes lignes, c'est ça qu'on va constater à l'extérieur. Pourtant, ces deux dynamiques, elles sont fondamentalement différentes, tant dans leurs racines psychologiques que dans leurs implications. Et donc, du coup, dans cet article, on va faire la différence entre, d'un côté, le profil évitant, et puis de l'autre côté, le profil opportuniste. Alors, quelles sont leurs différences, mais aussi leurs points communs. Alors, commençons par parler du profil évitant qui a une peur d'aimer profondément enracinée. Alors, quand on parle de profil évitant, en fait, on parle d'une structure d'attachement évitante, autrement dit, d'une manière profondément ancrée de se protéger face à un lien émotionnel. Et ce type d'attachement, en fait, il s'est souvent formé dans l'enfance, notamment quand, par exemple, l'enfant, il n'a pas reçu de réponse cohérente de la part des personnes qui s'occupaient de lui, donc en général les parents, par rapport à ses besoins affectifs. Ou alors, pour X raison, il a été poussé à devenir autonome trop tôt. Ou alors, il a appris que montrer ses émotions, soit ça ne servait à rien, soit ça provoquait du rejet. Résultat, la personne à l'âge adulte, elle évite inconsciemment l'intimité, par peur soit de se sentir envahi, de devenir dépendant, ou alors d'être vulnérable. Et il y a un point super important à retenir, c'est qu'une personne donc de type profil évitant peut très bien être en couple pendant plusieurs années, en fait c'est même ultra courant, et ces personnes-là ont parfois un fort sens des valeurs, de la loyauté et du respect. Parce qu'en fait, c'est pas la relation qui est menaçante pour eux, c'est l'intensité émotionnelle, la proximité affective ou la demande de fusion. Et en fait, tant que l'équilibre reste stable et que l'intimité profonde n'est pas trop sollicitée, la relation fonctionne. Jusqu'au moment où, forcément, l'un des deux, en général, le profil anxieux va commencer à demander plus de connexion, plus de vulnérabilité, plus de réciprocité émotionnelle. Et c'est souvent là que les systèmes d'alarme donc du profil évitant commencent à se réveiller. Et donc, du coup, là, on va constater un certain nombre de signes typiques, c'est-à-dire, à ce moment-là, le profil évitant semble froid ou rationnel quand on exprime nos émotions. Il va commencer à minimiser les conflits ou à les fuir. Il va valoriser l'indépendance au point de refuser toute interdépendance. Il va avoir du mal à se connecter à ses propres besoins affectifs. Il va être présent, mais après il va disparaître sans raison apparente. En fait, c'est pas de la malveillance, c'est pas du calcul, c'est un système de protection intégré. Pour autant, les deux personnes peuvent être en couple depuis plusieurs années quand il y a ce genre de signe-là. Et en fait, le problème, c'est que si on est plutôt dans une dynamique d'attachement anxieux, parce que très souvent c'est ce couple-là qu'on va remarquer, un évitant avec un anxieux, l'anxieux, il a besoin de liens, il a besoin de validation, il a besoin de proximité. Et en fait, du coup, le profil anxieux, il va naturellement se sentir rejeté, frustré ou en attente. Et là, la relation va activer, du coup, les propres blessures du profil anxieux. Alors maintenant, si on regarde un petit peu le profil opportuniste, c'est-à-dire la personne qui veut les bénéfices sans l'arrêter de la relation, on se rend compte qu'à l'inverse du profil évitant, ces personnes-là, c'est pas qu'elles fuient par peur de l'intimité ou de la proximité affective, mais par confort, égoïsme ou intérêt émotionnel. C'est pas qu'elles sont incapables d'aimer, c'est qu'elles veulent simplement pas en assumer la responsabilité. En fait, ce qu'elles veulent, c'est les câlins, mais pas les discussions difficiles, les compliments, mais pas la vulnérabilité, notre présence, mais pas nos émotions, notre écoute, mais pas nos limites. Et là, on va voir maintenant les signes caractéristiques de ces personnalités opportunistes. Et on va voir le premier signe qui est leur arme, j'ai envie de dire number one, leur arme secrète, c'est qu'elles entretiennent constamment l'ambiguïté.
Alors comme il joue la carte de l'ambiguïté, eh bien le parcours relationnel avec un profil opportuniste va être notamment parsemé de phrases de ce genre-là. Je ressens un truc fort avec toi, mais je ne suis pas prêt pour une relation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une confession partielle, plus retrait immédiat, égale espoir sans réalité. Je pense à toi tout le temps, mais je ne sais pas ce que je veux. Traduction, création d'un lien émotionnel sans engagement réel. Tu es quelqu'un de précieux, je ne veux pas te perdre. Traduction, position de victime affective, mais refus d'avancer. Je ne peux pas t'offrir ce que tu mérites. Traduction, déguisement d'un désengagement en acte de bonté. Je ne veux pas te faire souffrir, c'est pour ça que je garde mes distances. Celle-là, je l'adore. En fait, c'est une auto-justification pseudo-éthique d'un retrait affectif. Ou alors, je ne comprends pas ce que je ressens, 3 petits points, c'est intense mais flou. Traduction, confusion émotionnelle entretenue volontairement. Je t'aime, mais pas comme tu voudrais. Ça, c'est une invalidation douce plus maintien du lien. Peut-être qu'un jour, 3 petits points, ou alors dans une autre vie, 3 petits points, traduction, fantasme projeté vers un futur inaccessible. Et dernière phrase, je veux qu'on reste proche, même si on ne peut pas être ensemble. Traduction, zone grise relationnelle, ni dedans ni dehors, mais émotionnellement accroché. Et en fait, ce style de phrases ont toutes un point commun, c'est qu'elles promettent toutes ce que l'autre veut entendre, puis il y a une cassure. Ce qui fait que la personne qui entend ou lit ce genre de phrase, qui est déjà dans l'attente d'être aimée, écoutée, entendue, validée, reconnue, a partiellement ce qu'elle veut. Ou elle a une partie de ce qu'elle veut. Et derrière, il y a un mais, forcément. Puisqu'il y a, en fait, c'est possible, mais c'est pas possible. Hein, je t'aime, mais pas comme tu voudrais. Donc du coup, l'autre qui est en face, qui est en général un profil anxieux ou qui est indépendant, etc., et comme il entend ce qu'il veut, il va rester accroché. C'est fait pour ça, en fait, ce genre de phrases. Elles ne sont pas là au hasard. Hein. C'est parce que la personne en face, traduction, j'ai bien compris que tu voulais quelque chose de moi. Moi, j'ai très très bien compris que je ne te donnerai pas tout ce que tu veux. Toi, tu es encore en mode phase de réflexion. Ça tombe bien, ça m'arrange. Et pendant que je te balance des petits bouts de pain comme ça, comme Hansel et Gretel, moi, je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et toi, tu es tout le temps disponible. La traduction, c'est ça. Hein. Et donc, ce qui leur permet de revenir quand ça les arrange, parce qu'ils ont un besoin émotionnel ou affectif ou énergétique, parce qu'ils se sentent seuls, ils ont besoin de présence, ou parce qu'ils ont besoin de se sentir vivants au travers de la sexualité. Et donc, du coup, là, ils reviennent. Et en fait, ils valorisent ces profils-là, ce qu'on leur apporte, mais sans vraiment s'engager, en laissant entendre qu'ils pourraient s'engager, mais que pour X raisons, c'est pas possible. Ou que ça le sera possible plus tard, comme on l'a vu tout à l'heure avec les phrases. D'ailleurs, elles peuvent même dire des choses du style « Ah, je te mérite pas », tout en restant proche, ce qui leur permet de tirer un bénéfice affectif. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici avec le profil opportuniste, c'est que notamment ce genre de phrase-là, ou en tout cas le profil en lui-même, c'est pas un système de défense inconsciente, hein, c'est une gestion émotionnelle à sens unique, centrée sur la satisfaction de leurs besoins, sans se soucier des besoins de l'autre personne en face. Et c'est là où ça devient un petit peu subtil, c'est que ces personnalités-là, donc les profils opportunistes, peuvent également, pas toujours, mais peuvent également aussi être dans un profil d'attachement évitant. Mais c'est pas la cause principale de leur comportement en fait. Ils ont une posture utilitaire, égocentrée, parfois immature, parfois cynique. Et c'est ça qu'il faut comprendre parce que un profil évitant peut être sincèrement en couple, il veut être en couple avec cette personne-là, il apprécie la personne, on va dire il fait du mieux qu'il peut, mais quand arrivent ces systèmes d'alarme, il est désarmé quoi. Après il faut que ça refroidisse un petit peu et ça revient, etc. Certes, ça rend la relation compliquée, mais tout comme d'ailleurs l'anxieux qui va jamais arrêter de demander plus, ça va rendre les choses compliquées, mais il y a une volonté sincère d'être en couple, et c'est pour ça que le couple s'est fait depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Il y a du respect, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, etc. Bref. Mais l'un est anxieux, et puis l'autre est évitant. Avec un profil opportuniste, c'est pas vraiment la même chose, même si ça peut se ressembler, c'est que la personne n'est pas dans une volonté de construire la relation de couple. C'est pour ça que dans les grandes majorités écrasantes, les couples ne se font pas. Ça reste toujours une relation distante, en fait, où ça pourrait se faire, mais ça se fait pas. Et puis, on va avoir les couples qui se font avec un profil opportuniste. Et là, ça va forcément tourner à une relation soit abusive, soit toxique.
Alors maintenant, que dit la psychologie relationnelle et les neurosciences affectives qui ont étudié le sujet en fait? Eh bien, on se rend compte que les profils opportunistes, ils veulent recevoir mais sans s'impliquer, être aimés sans aimer en retour, se nourrir sans nourrir l'autre en retour, et que ça, malheureusement, ça permet, entre guillemets, jamais, parce qu'il y a toujours l'exception qui infirme la règle, la construction d'une relation saine. Et en fait, au final, il va y avoir 2 cas possibles. Cas numéro 1, soit la relation s'approfondit jamais, donc on est toujours dans un flou, on est ensemble mais on l'est pas, qu'est-ce qui se passe, l'autre il est là, il est pas là, il revient, il repart. Bon, c'est un peu compliqué quoi. Soit la relation finit par se faire et elle dérivera en relation soit abusive, soit toxique, où l'un va constamment donner pour en fait continuer d'alimenter la relation, pour garder la relation. L'autre va continuer de prendre, parce qu'il profite de ce qu'il veut, mais il va continuer à ne pas donner. Et dans les 2 cas, arrivera tôt ou tard, alors ça peut être au bout de 6 mois, ça peut être au bout de 10 ans, ça peut être au bout de 25 ans, l'épuisement de la relation, donc l'éclatement de la relation. Soit parce que la personne est complètement épuisée, elle n'en peut plus, soit parce que la perte d'estime de soi, donc de celui qui donne, elle est arrivée à moins 10 000 en dessous du niveau de la Terre, et donc à un moment donné, la relation va forcément exploser. Alors maintenant, qu'est-ce qui relie et sépare le profil évitant et le profil opportuniste? Parce que les 2 profils, finalement, pour des raisons différentes, entretiennent une certaine forme de distance émotionnelle. Mais là où l'évitant, lui, se protège d'un trop-plein d'intensité émotionnelle ou de proximité affective, l'autre, l'opportuniste, il en profite. Donc l'un fuit pour ne pas être blessé, mais est toujours en relation, donc le profil évitant. Et l'autre, il reste pour ne pas perdre ce qu'il reçoit. Enfin, il reste. Il va, il vient, il revient. Enfin, il est jamais vraiment là, mais jamais vraiment pas là non plus. Et du coup, ça lui permet d'avoir les bénéfices sans l'engagement, donc d'avoir tous les avantages, mais sans les inconvénients. Alors maintenant, voyons pourquoi ça fait si mal. Finalement, face à l'un évitant ou l'autre opportuniste, on peut ressentir le même genre de douleur, c'est-à-dire notamment, entre autres, un sentiment d'abandon ou de rejet émotionnel intense, d'être trop, d'être pas assez, etc. Mais au final, on va tourner en rond dans une relation qui ne se construit ni dans la direction vraiment que l'on veut, ni dans la profondeur que l'on veut. Et du coup, au fil des semaines, mois et années, on peut tomber dans une des 2 catégories suivantes, voire parfois on peut alterner de l'une à l'autre. La première catégorie, c'est qu'on va mettre notre meilleur habit de Superman ou de sauveur et on va tenter d'aller sauver quelqu'un qui nous utilise, c'est-à-dire notamment le profil opportuniste, en croyant qu'il est juste blessé, traumatisé, que c'est à cause du karma, qu'il est immature, et ainsi de suite, c'est-à-dire en trouvant des justifications, des excuses, des raisons qui font que du coup, on va aller le sauver. Le problème avec cette catégorie-là, c'est que mettre son habit de sauveur, c'est un avantage. C'est hyper gratifiant. Le désavantage, c'est que c'est hyper aveuglant. Et pourquoi c'est hyper aveuglant? Parce que en fait, comme le focus est sur l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, le processus, c'est quoi? C'est j'ai des besoins, on va dire émotionnels et affectifs, à remplir. Vu que je suis en relation ou en interaction avec toi, je pars du principe que toi, tu vas jouer ce rôle. Je me rends compte que des fois tu le fais, des fois tu le fais pas. Du coup, tu as un problème. Du coup, je vais t'aider à régler ton problème. Comme ça, quand tu vas passer de A à B, alors tu auras réglé ton ou tes problèmes et donc tu seras en capacité de me donner ce que je veux et moi j'arriverai en C à me sentir complet ou me sentir entier, bref, me sentir satisfait de cette relation. Mais ça met le focus sur l'autre et pas assez, voire pas du tout, ça va dépendre des cas, sur et pourquoi moi j'ai ces besoins-là? Est-ce que ces besoins-là, ils sont normaux? C'est-à-dire, est-ce que je suis pas dans un excès? Le point de focalisation, il n'est pas sur nous-mêmes, il est sur l'autre. Et ça, c'est un énorme problème que très souvent, l'être humain en général, mais là, on va parler du profil anxieux, ne voit pas. Il est aveugle, c'est son angle mort, en fait. Et oui, parce que comme c'est un mécanisme qu'il a l'habitude d'avoir depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, c'est donc normal parce que familier. Et donc, en étant focalisé sur l'autre, ce qui va très souvent arriver, c'est qu'on va mettre du temps à se rendre compte qu'en fait, ce comportement aussi est déviant / pas normal. Pourquoi? Parce qu'il provient du manque. C'est comme je ressens le manque d'amour, le manque d'être aimé, le manque d'être reconnu en moi, d'être validé par l'extérieur, en l'occurrence une personne, un couple, un homme ou une femme, etc. Je vais aller chercher chez cette personne-là ce qu'il me manque en moi.
et j'attends de toi que tu remplisses ce manque en moi. Mais quand on considère ça comme normal, on va mettre du temps à le challenger, à le défier, à le remettre en question. Et c'est en ça que malheureusement, depuis 5 ans que je vois donc les profils chaser de Flammes Jumelles, dire tout le temps, et non sans raison, que le runner évite les discussions compliquées, de se remettre en question, qui refuse l'introspection, etc., ce qui est très généralement constaté, eh bien le chaser malheureusement oublie que lui aussi il a du mal de ce côté-là. La différence, c'est que le chaser va camoufler ça sous l'ambiguïté du chaser. Je l'appelle comme ça. C'est-à-dire que le runner, par exemple, va toujours un peu se débiner de toute responsabilité avec des excuses, comme on l'a vu tout à l'heure, des phrases de « je t'aime mais on peut pas être ensemble », etc. Ok, ça c'est made in runner, mais après il y a le made in chaser, c'est-à-dire qu'il va un petit peu s'intéresser au développement personnel, à la spiritualité, mais en utilisant des outils, des méthodes, des approches qui sont très satellites. C'est-à-dire on va tourner autour de la baraque, mais on va jamais rentrer dans la cave de la baraque, c'est-à-dire l'introspection, là où il y a du dur, là où il y a des vraies réponses. Et comment on sait que c'est vrai? Tout simplement parce que, déjà, notamment dans le bulle Flamme Jumelle, mais on voit les outils, les méthodes qui sont proposées, c'est que du satellite en fait. C'est pas un jugement, c'est juste un constat. Et quand on va poser des vraies questions d'introspection aux chasers, dans la grande majorité des cas, les premières réponses qui sortent, c'est « je ne sais pas ». Je leur dis « tu ne sais pas encore ». Mais en cherchant un petit peu, tu vas trouver. Et là, la personne dit « ouais, mais je sais pas ». Je fais « mais arrête de me dire que tu sais pas ». Parce qu'en disant que tu ne sais pas, ça ne t'ouvrira pas la porte du savoir. Commence par te demander où pourrait être la réponse. Commence à répondre à cette question, à l'autre. Et à chaque fois, on a une... Et c'est normal, c'est humain. C'est pas... Je dis pas ça pour accuser le chaser, je dis juste, si déjà en coaching, ces questions-là, c'est un je sais pas, ça veut dire que la personne en dehors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne en boucle sur des processus de pensée, elle croit dans l'introspection, mais elle ne fait que tourner autour de la baraque, comme un hamster dans une roue. Et combien j'ai eu de cas comme ça, où les personnes me disent, non, je sais pas, j'ai déjà réfléchi à cette question, mais je n'ai pas la réponse. Et je dis, on va pas bouger de là, tant que j'ai pas les réponses. Et alors c'est marrant, parce que du coup, la personne n'a pas les réponses, mais un quart d'heure après, j'ai écrit 15 trucs sur ma feuille. Et je dis, donc du coup, tu n'avais pas les réponses, mais regarde, là, on a A, B, C, D, E, F, G, H. Du coup, pour quelqu'un qui n'a pas les réponses, t'en as enquillé des réponses. Et là, la personne, elle sourit, parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle les a, les réponses. Il fallait juste faire un petit effort. Il fallait juste oser mettre un petit peu de coup d'épaule dans la porte pour l'ouvrir, descendre les marches et aller dans la cave pour aller trouver les informations qu'on a déjà en nous. Parce qu'en fait, la vérité, elle est là. C'est pour ça qu'on dit que toutes les réponses sont déjà en vous ou sont déjà en toi. Parce que si demain, tu as un comportement XY, les raisons de pourquoi, c'est-à-dire le déclencheur qui s'est passé dans le monde extérieur ou en toi, plus les raisonnements qui t'ont poussé à faire XY, si tu as fait XY, tu as forcément tout le déroulé en toi. Tu as accès à tout ça. Et elle est là, la magie de l'introspection, c'est-à-dire que l'information est déjà là en fait. Alors évidemment, des fois on se pose des questions, puis on va galérer des fois pendant une demi-heure pour trouver la réponse. C'est pas un souci, ça fait partie du process. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le chaser, bien qu'il s'intéresse au tarot, à la médiumnité, voilà, tout un tas de trucs comme ça lui donne, c'est l'ambiguïté, ça lui donne l'impression de s'intéresser à la chose, ça donne effectivement des nouvelles informations, donc des nouvelles perspectives, etc. Mais on est encore en train de s'occuper du jardin, des vitres extérieures de la maison, de la toiture. Et d'un côté, on ne le faisait pas avant. Donc c'est un plus, c'est mieux, c'est bien. Mais on n'ose pas trop rentrer à l'intérieur. Et ça fait partie des points similaires avec le runner, c'est-à-dire finalement une sorte de refus de rentrer réellement dans son intériorité. Chez le runner, c'est très clair. Chez le chaser, c'est beaucoup plus camouflé. Et c'est beaucoup plus camouflé parce que tout comme adopter le rôle de sauveur vient nous gratifier d'une posture, j'aide l'autre, je vais vers l'autre, je vais sauver l'autre, et cette posture nous aveugle sur « ouais, mais pourquoi je le fais ?» Et donc, du coup, justement, la vraie question, c'est pas vraiment de savoir est-ce que la personne que j'ai en face de moi est un profil purement évitant, ou alors un profil opportuniste avec un peu d'évitance, mais plutôt, mais qu'est-ce que je choisis de tolérer? Et si je tolère ce genre de comportement, pourquoi je le fais? Ou alors, qu'est-ce que je choisis de vivre en fait? Si la relation ne correspond pas vraiment, pourquoi je suis encore là? Mais le problème de ces questions, c'est qu'elles amènent à l'introspection. Elles amènent à, du coup, allons chercher vraiment le pourquoi du comment en fait. Pourquoi je suis encore là si plus j'essaye de faire changer l'autre pour obtenir ce que je veux,
ça veut dire que j'ai pas ce que je veux. C'est-à-dire que plus je tente de vouloir te faire changer pour que j'ai ce que je veux, plus cela est le signal que cette relation ne me convient pas. Du coup, pourquoi je le fais? Pourquoi je m'obstine autant si je mets la clé dans la serrure et que la porte ne s'ouvre pas? Pourquoi j'y mets autant d'énergie? Le problème avec ces questions, eh bien, comme je l'ai dit juste avant, c'est que ça va amener sur l'introspection, ça va amener la personne qui vit ça à devoir regarder son intériorité, donc différents pans de son intériorité, avec des raisons, et à la fin, quand on tire la pelote de laine jusqu'au bout, on arrivera encore et toujours sur des raisons de manque qui sont produites par l'ego mental, ou qui sont engrammées, ou qui sont stockées, et qui sont des programmes, il y en a qui appellent ça le système nerveux, etc. Bref, la partie de toi qui est automatique, qui emmagasine du contenu, quoi, et qui va fonctionner un peu comme ton ordinateur en fonction de programme, quoi, c'est tout. Si tu as Windows 95, bah, t'es dans la merde, tu vas avoir des erreurs fatales tout le temps. Si tu as le dernier Mac OS X, t'es tranquille pour la vie. J'ai pas d'action de chez Apple, mais juste au cas où, c'est un Windows 95, n'hésite pas à upgrader. Hein. Et donc, du coup, bah, il est là le vrai game. Il est là le vrai travail. C'est-à-dire, mais pourquoi j'insiste autant? Comment ça se fait que je veux autant que cette personne-là remplisse mes besoins? Pourquoi j'ai une fuite, en fait? Et là, le vrai travail va être de se retourner vers soi et de regarder cette partie automatique qui produit le manque, qui produit cette urgence, qui produit tout un élan intérieur qui fait que du coup on pose des actions XY. Et donc en faisant ce travail-là, forcément, on va découvrir des parties de nous, c'est-à-dire des mécanismes en nous, qui sont hors de notre volonté, puisque c'est l'ego mental ou le système nerveux, bref, le conditionnement du passé, qui lui veut quelque chose, par exemple peut-être aller à gauche, quand nous, à un moment donné, on veut aller à droite. Et là, on va se rendre compte que ça coince. Et là, on va se rendre compte qu'on est impuissant, qu'on fait des choses, qu'on continue à vouloir quelque chose, alors qu'on sait consciemment, on dit, bah ouais, mais ça sert à rien que je le recontacte la personne, parce que je le connais maintenant depuis 5 ans, je sais comment ça va se passer, mais on est poussé à y aller. Et c'est là que ça va être intéressant, parce que tout ce travail d'introspection va montrer que on est en partie dirigé par les vouloirs, les désirs de l'ego mental, c'est-à-dire de ce que lui croit qui est la bonne direction, et lui croit ce qui est la bonne direction en fonction du contenu informationnel, c'est-à-dire des programmes qui sont contenus donc, dans son disque dur, et elles sont là parce que ça a été vécu dans le passé au travers de situations avec les parents, les amis, et ainsi de suite, et toute l'information finalement qu'on a reçue au travers de nos 5 sens et des décisions qu'on a prises à l'époque qui ont forgé on va dire, des programmes. Et donc, du coup, lui, il ne fait que fonctionner sur la base du contenu qui est en lui. Donc, lui, il fait parfaitement son taf. La question, c'est est-ce que la direction qu'il prend est la même que la tienne? Quand c'est pas le cas, c'est là qu'il y a un vrai travail à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que, puis après, on va passer à la suite, c'est que quand on est au point A, on va dire non guéri, et du coup, on va dire on a un profil anxieux, puis après, on arrive au point Z, on n'est plus anxieux, on est, on va dire, sécure, les profils évitants, ça ne nous intéresse plus. Même l'ego mental dit halte là, on ne va pas sur ce chemin-là. Maintenant, on connaît, on sait où ça mène, et ça ne nous intéresse plus. Et il se passe exactement la même chose avec les profils opportunistes, c'est-à-dire qu'on les détecte, on les voit, mais il n'y a plus ce clic ou cette j'ai envie de cette personne, etc. Ce qu'on peut faire, c'est se dire, voilà, j'ai vu, je vais essayer d'en profiter, mais quand bien même ça partirait, on va dire, dans une direction qui ne nous convient pas, on peut claquer des doigts et changer de route. Ou alors tout simplement, on dit ça m'intéresse pas. Et en fait, on se rend compte que même le mental ego à ce moment-là est d'accord avec ça. C'est même lui qui va suggérer en disant non, on a vu, mais va pas là. Et c'est là où on se rend compte à quel point on a changé. C'est qu'il y a un alignement entre la nouvelle information que le mental ego a. En fait, lui fonctionnait avant sur du passé. Puis du coup, il a reçu un update en fait. Le travail sur soi, c'est un update, mais qui fait un retour vers le futur, entre guillemets. C'est-à-dire que tout le travail sur soi d'éveil spirituel, en fait, finalement, c'est de revenir à ce qu'on était quand on était enfant. Mais avec les connaissances d'adultes, de ce qu'on a étudié, etc. C'est-à-dire que là, quand notamment on clique sur des profils évitants anxieux, pourquoi on fait ça? Au départ, on était enfant, on était entre guillemets vierge. Puis après, on a vécu ce qu'on a vécu avec les parents, ce qui va créer, on va dire, un profil anxieux. Le profil anxieux, lui, il voudrait avoir quelque chose, mais il n'a pas vraiment ce qu'il veut, donc il va cliquer à l'inconscient, il va cliquer, focaliser, être attiré par des profils qui peuvent nous donner un peu, mais on n'aura pas ce qu'on veut, puis on va tourner en boucle comme ça pendant des années. Et à ce moment-là, l'ego mental, lui, il ne fait que rejouer ce qu'il connaît.
Du coup, quand nous, on commence à mettre la lumière sur ça, donc par l'introspection, par un travail notamment avec la thérapie comportementale cognitive, les techniques de libération émotionnelle, etc., on lui fait désapprendre, pour dire ça comme ça, ou désactiver un schéma acquis. On n'est pas né comme ça, on l'a acquis. Comme tu as acquis les maths, tu n'es pas né avec le savoir des maths inné en fait. Et donc on désapprend un comportement entre guillemets toxique ou nocif pour nous, en termes de bien-être, puisque finalement ça ne nous arrange pas, pour revenir, en fait on désinstalle un programme qui n'était pas là au départ. Du coup, quand on a guéri, en fait on est juste revenu, comme à l'époque, c'est-à-dire avec des valeurs normales, c'est-à-dire de réciprocité, de mutualité, de dons, etc. Et puis s'il n'y a pas ça, on ne prend pas. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire à la fois pour se protéger, mais en fait surtout se respecter? Alors comme j'ai dit avant, observer les actes et pas les mots, notamment ces profils-là. C'est-à-dire qu'un évitant sincère peut exprimer sa difficulté, tenter de s'impliquer. Et on le voit, les actions vont le montrer. Mais il a du mal, il essaye, mais il a du mal. Un opportuniste, il esquive tout engagement réel, tout en prenant ce qu'il arrange. Et on va le voir par la répétition, le nombre d'excuses ou de phrases ambiguës comme on a vu tout à l'heure. Et ça se dessine au fil, peut-être pas des jours, mais des semaines, des mois, des années, on va le voir au bout d'un moment. Ensuite, ne pas compenser. Plus on se plie, plus on attend, plus donc on donne sans retour, plus on valide finalement la dynamique toxique ou abusive, mais ça veut dire quoi? Qu'on est encore, et c'est ça le point clé, on est encore nous-mêmes sous notre emprise de notre propre programme que joue l'inconscient, que lui-même, comme j'ai dit juste avant, a appris via ce qu'on a vécu dans l'enfance. Donc en fait, tant qu'on se plie, tant qu'on attend, tant qu'on donne sans retour, en prétextant l'amour inconditionnel, en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'on est complètement la tête sous l'eau, en fait. On est mu par une programmation de l'ego mental, donc on n'est pas éveillé, on n'est pas spirituel, on est sous emprise de sa propre programmation. C'est pour ça que l'éveil spirituel, sachant que la spiritualité et la psychologie dans leur étymologie, c'est des thématiques, on va pas dire jumelles, mais très très sœurs, très très siamoises, c'est l'étude de l'intériorité, l'étude de l'âme, du souffle, de la vie et du mental. Donc ce qui veut dire que dès qu'on commence à mettre son nez dedans, faire un éveil spirituel, c'est-à-dire je m'éveille à comment je fonctionne moi dans la conscience, mais aussi mon pote Pipo l'ego, c'est-à-dire cet ordinateur mécanique automatique. Qu'est-ce qui se joue en moi? Et là, on va se rendre compte qu'en fait, on est piloté, guidé par l'ego mental, puisque c'est lui qui prend les décisions. Du coup, même si l'autre est blessé, c'est pas à nous de nous adapter en permanence, en fait. Mais on va se rendre compte qu'on a du mal à arrêter de chercher à s'adapter en permanence. Ensuite, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est revenir à ses besoins profonds. Est-ce que cette relation me nourrit? Est-ce que je me sens respecté, vu, choisi? Et évidemment, dans ce genre de situation, la réponse est très souvent non. Et la question, c'est du coup, si j'ai envie, / besoin d'être respecté, vu, choisi, déjà, est-ce que je me respecte? Est-ce que je me vois? Est-ce que je me choisis, déjà, pour commencer? Et rester bloqué dans une relation où on attend d'être choisi, c'est ne pas se choisir. Mais du coup, est-ce que je m'ouvre à la possibilité d'être respecté, vu et choisi ailleurs par d'autres personnes? Et là, on va se rendre compte que très souvent, notamment le chaser de flammes jumelles, là aussi, il a du mal à y aller. C'est-à-dire qu'en fait, il est là, il attend d'être vu, choisi, respecté par l'autre personne. Donc pendant que j'attends d'être vu, respecté par l'autre personne, je ne me respecte pas ou peu, je me vois peu ou pas, et je ne me choisis peu ou pas, mais en même temps, je ne me donne pas la possibilité d'être respecté, vu, choisi ailleurs par d'autres personnes. Du coup, au final, je ne me respecte pas, je ne me vois pas, et je ne me choisis pas. Se respecter, se voir et se choisir, c'est entre autres s'autoriser, se permettre à se donner les moyens d'atteindre cet objectif déjà par soi-même et pas en dépendant d'une autre personne. Et ça fait partie du parcours de guérison de se rendre compte de ce genre de schéma. Et dernier point, ne pas confondre blessure et toxicité, parce que oui, il y a certaines personnes qui sont dysfonctionnelles sans être mauvaises. Mais ça ne les rend pas aptes à une relation saine avec nous ou une autre personne aujourd'hui. Et oui, il y a certaines personnes qui sont aussi dysfonctionnelles mais qui sont mauvaises. Et ça ne les rend toujours pas aptes à une relation saine avec nous ou avec une autre personne aujourd'hui. Et en fait, la clarté intérieure, c'est vraiment ça la force ou la clé ou la guérison. Parce que se rendre compte de comment on fonctionne à l'intérieur et du pourquoi du comment,
en fait, de qu'est-ce que veut notre ego mental qui nous pousse parfois à aller à gauche quand on devrait aller à droite, et ben, c'est ça qui va nous permettre de s'auto-libérer de ses propres chaînes, en fait. Et ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, les bouddhistes, ils en parlent depuis 3000 ans, et tout le travail, notamment d'Edgar Tolle, c'est ça aussi, de toutes les techniques de libération émotionnelle, c'est ça. C'est en fait, c'est la partie automatique de nous qui veut quelque chose parce que c'est inscrit en lui depuis 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, eh bien, ça va primer sur ton désir conscient. Par contre, il y a des moyens d'arriver à faire en sorte de désactiver, déloger, neutraliser ou de faire un update du système qui fait que du coup, à un moment donné, lui va dans la direction que nous, on aura choisi. Sauf que arriver à faire ça, c'est pratiquement impossible si on ne décide pas de s'éveiller spirituellement, c'est-à-dire de s'ouvrir, d'ouvrir les yeux sur la spiritualité, c'est-à-dire l'étude de l'âme, du souffle, de la vie, du mental, c'est-à-dire s'ouvrir sur comment je fonctionne intérieurement. Et tant que on tourne autour de la maison et qu'on s'occupe des fleurs, des pissenlits, etc., mais qu'on va jamais vraiment dans la cave, en fait, on continue d'être aveugle aux clés qui sont déjà en nous, aux programmes qui fonctionnent et qui veulent X, Y, qu'on ne verra pas ou peu, ou qu'on mettra 25 ans à voir, parce qu'on a décidé de ne pas y aller. Et du coup, si toi tu sens que tu en es à cette étape-là, c'est-à-dire que tu n'es plus à juste vouloir comprendre et avoir des prises de conscience en espérant que ça va te guérir, mais que tu es au stade où tu es prêt à prendre le taureau par les cornes, donc à agir, à aller dans la cave, à t'occuper vraiment de ce qui tourne en boucle à l'intérieur, donc dans ton mental ego, moi je t'invite à aller sur mon blog, donc en cliquant sur le lien donc ci-dessous en description ou en commentaire de vidéo, pour aller découvrir le programme Sandra Renaissance et voir si c'est quelque chose qui est pour toi ou pas. Alors je l'annonce quand même à l'avance, c'est un programme vraiment intensif. C'est pas fait pour les je vais voir si ça me correspond, c'est pour les gens qui disent j'ai testé plein de choses, j'en ai marre de tourner autour du pot, j'en ai marre de pas vraiment avoir les résultats que je veux, même si ce que j'ai fait avant a donné des résultats, je veux du radical. C'est vraiment fait pour ça, donc c'est vraiment fait pour les gens qui sont engagés. Donc si tu sens que c'est le moment pour toi, je t'invite à cliquer sur le lien et à lire la page consciencieusement. Si tu sens que c'est pour toi, de prendre un rendez-vous donc de clarification pour voir si c'est quelque chose qui est pour toi ou pas. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.